Si tu pouvais transformer ta vie en claquant des doigts, là maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu ferais? Tu changerais quoi? Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Provoque, c'est une impulsion. La mienne, peut-être la vôtre aussi. Bonjour, je m'appelle Morgane Cléré. Je suis entrepreneur dans la communication. Je ne suis donc ni coach, ni psy, ni prof, ni agrégé de philosophie. Je n'ai pas non plus la science infuse, mais j'ai mon expérience de vie et surtout, j'ai le goût des autres. Aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre et d'évoluer grâce à ceux qui ont trouvé les clés pour être épanouis et j'ai envie de vous en faire profiter. J'ai donc créé Provoque pour nous motiver à provoquer notre bonheur grâce aux conseils et témoignages de vie singulières de celles et ceux qui ont osé sauter des barrières et vaincre leur peur pour être plus heureux. Tout au long de chaque épisode, vous trouverez des outils, des exercices et des astuces à mettre en pratique au quotidien. Tendez bien l'oreille et restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les petites clés du jour. Aujourd'hui, je suis avec Anne-Charlotte Vuccino. Après un accident qui a failli lui coûter l'amputation d'une de ses jambes, et grâce au yoga, elle a su identifier un problème majeur de notre génération 2.0. Anne-Charlotte est une entrepreneure qui a mis l'idée à l'heure. Fondatrice de la société Yogist, elle a aussi créé sa méthode, la formation qui va avec et tout un tas d'outils pour développer son activité, améliorer le bien-être des Gaulois réfractaires que nous sommes et préserver notre corps alors que nous travaillons des heures assis derrière un ordinateur. C'est une femme pragmatique qui a su allier son expérience douloureuse et son ambition à son envie d'aider les autres. Avoir sa propre société, pour elle, c'est une véritable liberté, mais qui peut être vite perdue si nous faisons ce que les autres projettent sur nous. Alors aujourd'hui, elle nous donne ses conseils pour nous lancer dans l'entrepreneuriat, mais aussi pour garder le cap malgré les difficultés. Elle nous apprend à prendre du recul pour être heureux dans sa boîte en écoutant nos besoins, en adaptant sans cesse notre offre et en cassant les schémas tout faits pour se distinguer et réussir à atteindre nos objectifs. Une belle leçon de résilience et de motivation. Je vous laisse donc découvrir l'histoire d'Anne-Charlotte. Bonne écoute! Je m'appelle Anne-Charlotte Vuccino. Je suis la fondatrice d'une start-up qui n'en est plus une, qui s'appelle Yogist Well at Work. J'habite depuis 6 mois dans le sud de la France, à La Ciotat, et je suis née à Paris où j'ai passé 35 ans jusqu'à faire ce grand saut ou petit saut dans le sud de la France. Quand j'étais jeune, j'étais plutôt dans une éducation assez classique, assez stricte, et il s'avère que j'étais une bille en mathématiques, mais qu'en revanche, j'étais une grande lectrice depuis que j'étais toute petite. J'adorais la lecture et donc je m'en tirais pas trop mal en français. Et arrivée en terminale, j'ai eu 19/20 à mon bac de philo et donc on s'est dit peut-être que cet enfant a un peu de talent en philosophie et la voie qui s'offrait à moi, c'était celle de l'Hippocane-Icagne. Et du coup, j'ai atterri en classe prépa et que j'ai choisi une option philosophie en prépa. Je me suis rendu compte que je voulais surtout pas en faire mon métier et que j'adorais la philosophie comme discipline et comme passion et comme thématique. Et donc, je suis partie à HEC. Rien à voir. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de partir vers le management ? Pareil, de manière extrêmement pragmatique, moi ce qui m'a plu, c'est que je voulais absolument gagner les clés pour comprendre le réel et pour accomplir des choses extrêmement concrètes, gérer des projets. Et moi à l'époque, je me voyais très bien travailler en Afrique ou dans des pays en développement sur des projets de développement où il fallait avoir des compétences à la fois de management, à la fois de gestion financière, à la fois de logistique. Et c'est pour ça que ça m'a attirée et que mon choix a été un choix raisonné et pragmatique. Qu'est-ce qui t'animait en fait ? Moi, j'ai toujours été passionnée par
par l'altérité. On vous incite à faire un stage à l'étranger et j'avais aucune envie d'aller travailler chez JP Morgan ou chez Chanel à New York. Moi, ce que je voulais, c'était absolument aller passer du temps en Afrique. Et donc, j'ai pris la direction tout simplement parce que personne d'autre ne s'était porté volontaire d'une ONG étudiante qui s'appelait Action pour le Bénin. Tout simplement, c'était une association étudiante qui levait des fonds et envoyait des volontaires dans une zone assez reculée de l'Atakora, à la frontière du Burkina Faso et du Bénin, pour mener des projets de développement local, à la fois gérer une bibliothèque, faire des cours d'alphabétisation pour les adultes, faire des démarches de prévention sida dans les villages reculés, faire du microcrédit avec les groupements de femmes et organiser des cours d'été dans les écoles du village où on était et qui s'appelait Natitangu. Et donc c'est à ça que j'ai passé mon premier été à la sortie de ma première année d'HEC. Et puis, à la fin de cette expérience, elle se termine pas très très bien, puisque tu te fais faucher par une moto. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe? En fait, c'est assez bizarre cet épisode. Moi, j'ai passé un peu plus de 5 mois sur le terrain au Bénin, à Natitingou. Il y a vraiment eu des moments de grâce et des moments incroyablement difficiles. Et ça a commencé un petit peu avant l'accident. J'ai attrapé ce qu'on appelle un paludisme, un palu blanc. C'est-à-dire que vous prenez votre antipaludéen, mais vous êtes malade quand même. Donc, j'ai passé un peu plus de 3 jours à l'hôpital, à pas pouvoir utiliser mes jambes, à avoir 42 fièvres, dans un dispensaire de brousse. Le lendemain, paf, je marche sur un chemin de brousse avec une de mes amies et je vois un motard qui arrive à toute blinde sur un chemin de terre et je pousse mon amie pour essayer d'éviter la moto et puis il fallait bien que ça tombe sur l'une d'entre nous et c'est moi qui me la prends de plein fouet. Et effectivement, je fais un beau vol plané, j'atterris à 20 mètres de là, la tête heurte le sol et j'ai une jambe, la jambe droite qui est complètement disloqué et de là commence un vrai cauchemar puisque les pompiers béninois arrivent, m'embarquent dans leur ambulance, m'emmènent à l'hôpital d'où je venais à peine de sortir pour mon paludisme. Le gentil monsieur qui me fait une radio me dit oh là il y a rien de cassé, ça doit être un problème de ligament alors que j'ai une jambe avec un axe à 90 degrés donc tu vois qui part sur le côté et donc vraiment là commence le cauchemar. Je passe à peu près 4 jours dans ce dispensaire à attendre de pouvoir être rapatriée en France parce que c'est la saison des pluies et que les avions peuvent pas atterrir et puis on m'embarque dans un vol Air France pour me ramener à Paris avec un gentil médecin sénégalais qui m'accompagne et je fais un malaise en vol et puis une fois arrivée à Paris on me décharge sur une plateforme tu sais pour un espèce de monte-charge électrique parce que j'ai un plâtre et un fauteuil roulant et le monte-charge tombe en panne au milieu du tarmac. Enfin bref, ça a été une succession en fait de gags où je me disais mais c'est pas possible, où est-ce que ça va s'arrêter cette succession de malchance. Et puis oui, j'arrive à l'hôpital à Paris et je me dis c'est bon, mon calvaire est terminé, je suis entre bonnes mains et en fait c'est là que le vrai cauchemar commence. Tu attrapes 5 maladies nosocomiales, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Je passe au bloc opératoire pour qu'on me répare ma gambette et puis on me pose une plaque sur le genou qui est infectée avec plein de germes qu'on n'attrape que dans les salles d'opération des hôpitaux. Donc en gros, j'ai une espèce de gangrène qui se déclenche dans le genou, quoi. Et plus on attend, plus on essaie de guérir l'un des germes, plus les autres se développent. Et donc, je me retrouve avec une gangrène qui à la fois mange les cartilages, mange les chairs, donne 42 fièvres et font peser la menace d'une amputation parce que si on n'arrive pas à endiguer cette infection, on risque la septicémie et là, ça finit très très mal, quoi. En fait, il y a vraiment eu un espèce de déclic à partir du moment où on m'a dit bon Anne-Charlotte, déconne pas, si ton corps ne se met pas à réagir et à combattre l'infection, à la fin de la semaine, faudra couper. C'est bizarrement pile à ce moment-là que le traitement et les médicaments multiples qu'on m'avait donnés ont commencé à agir et que mon système immunitaire s'est mis à combattre les infections. Donc, je suis passée à 24 heures près de l'amputation. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est de me dire, en fait, toutes les théories que j'ai apprises sur la relation entre le corps et l'esprit dans mes études de philo, c'était vraiment du chiquet jusqu'à ce qu'on le vive dans sa chair. On n'a pas compris ce que c'est que la relation entre le corps et l'esprit, quoi. Et c'est là que j'ai eu vraiment ce premier déclic de, OK, il y a un truc autre que purement théorique qui se passe entre les deux parties. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais encore une fracture dans le genou et on s'est rendu compte que mon genou était encore fracturé 3 ans après. Et on m'a fait faire de la rééducation comme si mon genou était réparé alors qu'il y avait encore un trou dans l'articulation. Les médecins me disaient bon non, on n'a rien vu à la radio, donc ça doit bien aller.
Du coup, je me suis dit bon bah en fait, ok, tout va bien, fais ta rééducation et essaie d'ignorer cette douleur qui te dit qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Donc quelque part, je me suis rééduquée comme si mon genou était réparé, alors que, comme on l'a vu 3 ans après, j'aurais jamais dû faire cette rééducation comme ça, parce que avec la fracture que j'avais encore, il était complètement inconcevable de mettre du poids sur le genou, d'essayer de le plier violemment, etc. Donc beaucoup de résignation en me disant, ok, t'en es là, tu boites, mais tu tiens debout. Maintenant, voyons voir. Une fois que tu sais qu'il y a encore une fracture dans le genou et qu'on t'a conseillé surtout de ne pas faire de sport et de ne pas faire de pratique physique sous peine d'abîmer encore plus, voyons voir s'il n'y a pas quelque chose quand même que tu pourrais faire, même si on te l'a déconseillé, qui te permettrait de te rééduquer encore mieux et d'acquérir une vie quasiment normale. Et c'est à ce moment-là, on a réalisé que j'ai découvert le yoga et que je me suis rééduquée quasiment complètement avec le yoga, alors que, encore une fois, on m'avait déconseillé de faire toute pratique physique ou tout sport parce que mon genou était pas capable de le supporter, quoi. J'ai commencé à voir non seulement les bienfaits physiques sur ma mauvaise jambe, mais surtout sur le reste de mon corps. Comment mieux dormir la nuit, comment gérer les fringales, comment gérer la douleur tout simplement. Et puis très progressivement, mais ça s'est passé sur 5 ans, étalé. J'ai arrêté les anti-inflammatoires, j'ai arrêté la morphine, j'ai arrêté d'aller voir le kiné tous les jours. J'ai arrêté de boiter et c'est en me retournant que j'ai vu tout le chemin parcouru finalement. Donc tu travailles chez Webedia, une grosse boîte dans le digital. Tu redécouvres un peu ton corps, tu te redécouvres grâce au yoga, tu te fais du bien. Ça va de mieux en mieux et puis tu commences à voyager un petit peu partout dans le monde pour approfondir tes connaissances du yoga. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce coup de foudre que tu as eu avec le yoga? Ouais, le coup de foudre, il est vraiment arrivé en 2009 dès ma première séance. En fait, il n'a fait que croître. Ça a été de l'amour vache, mais de l'amour qui qui n'a jamais fait récession. Et du coup, moi, le yoga, ça m'a fait énormément voyager. J'adore ça, et ça m'a donné en fait une excuse pour aller parcourir le monde à la rencontre de différents styles de yoga, différents professeurs, et pour aller pratiquer dans les endroits les plus extraordinaires. Et donc, j'ai vraiment fait mon petit benchmark, mon petit tour du monde. Je suis allée aussi bien aux États-Unis qu'en Indonésie, qu'en Inde évidemment, pour aller à chaque fois faire des stages de yoga, rencontrer d'autres pratiquants, d'autres professeurs et me nourrir de différentes influences. Et plus je pratiquais, plus je me rendais compte que finalement, ceux qui avaient le plus besoin de ce que j'apprenais moi en yoga, c'était ceux que je voyais autour de moi dans le monde de l'entreprise. Et lorsque j'étais chez Webedia, justement, c'est là que j'ai eu le déclic en voyant les plateaux entiers de développeurs de moins de 30 ans assis toute la journée devant un ou plusieurs écrans, à mal se tenir, à prendre seulement des pauses pour aller fumer une clope, manger une pizza ou jouer au baby-foot. Je me suis rendu compte que finalement, ceux-là avaient encore plus besoin du yoga que moi avec ma blessure et que c'était pour eux qu'il fallait absolument inventer quelque chose pour diffuser les bienfaits de cette discipline. Et donc, tu as voulu créer ta société, tu as pensé à cette idée justement d'allier le yoga au monde de l'entreprise pour pouvoir faire du bien aux salariés. Qu'est-ce que ça représentait pour toi, l'entrepreneuriat? Alors, c'était surtout pas un rêve de gosse. Ça me faisait très, très peur. Je voyais pas trop par quel bout prendre le truc. Moi, j'étais une vraie salariée dans l'âme, hein. Moi, j'aimais beaucoup gagner mes sous à la fin du mois sans me poser la question de d'où ça venait et comment ça rentrait, et puis dépenser mon argent sans trop me préoccuper. Quant à gagner de l'argent, je voyais pas trop le truc, hein. J'avais pas du tout d'idée de comment en faire pour en gagner, mais je voyais très bien comment le dépenser. Et du coup, l'entrepreneuriat, c'est devenu un peu tangible parce que j'ai eu des entrepreneurs autour de moi, parce que je les ai vus bosser et que je me suis dit, finalement, ça a pas l'air si compliqué. Si eux, ils y arrivent, je suis pas plus conne qu'une autre, je devrais m'en sortir aussi. Et puis, tout simplement parce que ça a représenté pour moi, non pas le rêve de faire une revente, une culbute, de grandir, de monter une start-up, une scale-up, une licorne, mais ça représentait pour moi la liberté. C'était la liberté de démarrer un projet de zéro, de le faire absolument comme moi j'en avais envie, selon ma vision, à ma sauce, sans personne pour me dire quoi faire et comment le faire, à part mes clients qui étaient les juges de paix. Et donc j'ai vraiment vu l'entrepreneuriat comme l'expression ultime de la liberté dans un modèle économique qui prenait plutôt le salariat. Et je pense que c'est pour ça qu'il m'a énormément attirée, parce que
quand vous avez passé un peu plus de 6 mois dans un lit d'hôpital et un peu plus d'1 an en fauteuil roulant, tout ce qui a trait à la liberté, de quelque forme qu'elle soit, forcément, ça vous attire. Donc, tu as créé la startup Yogist Well at Work, une startup pour améliorer le bien-être des salariés en leur apprenant à gérer leur stress en entreprise grâce à la méthode donc que tu as créée, qui sont en fait des exercices de yoga sur une chaise pour les gens qui travaillent assis derrière un bureau ou en télétravail, par exemple. Tu as même d'ailleurs écrit 2 livres de la méthode Yogist Well at Work pour pouvoir partager tes conseils à toutes les personnes qui ne pensent plus à leur corps une fois qu'ils se mettent derrière leur ordinateur. Comment ça s'est passé? Quelles ont été tes difficultés au départ de Yogist? Alors, Yogi, je l'ai monté après être allée me former en Inde auprès d'un professeur de yoga thérapeutique qui, lui, s'était fait renverser par un bus. Ça s'invente pas et qui s'était rééduqué grâce au yoga. Donc, j'avais trouvé que nos histoires étaient assez proches pour qu'on ait des choses en commun. Et une fois rentrée de cette formation en Inde, j'ai bossé avec des psychoergonomes de la médecine du travail et des ostéopathes pour identifier ce qu'il y avait dans le yoga classique sur tapis d'utile pour des travailleurs modernes et qu'on pouvait mettre en face des troubles musculo-squelettiques et toutes les tensions à la fois physiques et mentales dont souffre un travailleur à l'ère du digital. Et du coup, j'ai créé la méthode Yogis d'une manière extrêmement structurée, avec des étapes par partie du corps, en enlevant toutes les contraintes logistiques. On n'a pas besoin de se changer, pas besoin de tapis. Et puis surtout, en enlevant tout le côté ésotérique qui peut faire peur dans le yoga, donc pas de chakra, pas de sanskrit, rien de bizarre, pour que ça soit vraiment adapté à des gens à la fois sérieux dans le monde de l'entreprise, et puis surtout à des gens pas réceptifs et pas réticents. Et c'est vrai qu'au début, cette idée de yoga sur chaise au poste de travail, j'étais la première idiote à y avoir pensé, et donc ça faisait lever un sourcil de mes interlocuteurs. Et quand j'arrivais voir une DRH à la Défense pour lui proposer de mettre en place ces sessions chez elle, elle me disait mais qu'est-ce qui va se passer s'il y a quelqu'un qui se blesse? Est-ce que c'est un accident du travail? Comment ça se passe pour faire payer les salariés? Moi, je voudrais que ça soit les salariés qui contribuent. Donc en fait, tout ça venait de vieux schémas où on voyait le yoga comme un loisir pour lesquels les salariés devaient absolument participer, contribuer, et comme une discipline potentiellement dangereuse, comme du crossfit, quoi. Donc il a fallu casser tous les préjugés à la fois autour du yoga et de la méthode yogiste, et puis évangéliser, sensibiliser les entreprises. Il y a 5 ans, on n'en parlait pas encore tant que ça, du bien-être au travail, pour les convaincre que c'était un win-win pour eux et pour les salariés que de mettre en place une démarche de prévention santé dans leurs open space et dans les bureaux. Mais donc, comme j'étais la première arrivée sur ce marché-là, à proposer des choses un petit peu différentes et complètement nouvelles, il a fallu vraiment casser toutes ces idées reçues, et je me suis pris des portes, je me suis pris des claques. On m'a fermé la porte au nez en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi quelqu'un qui a été diplômé d'HEC devient coach sportif du jour au lendemain? C'est qu'il y a dû se passer un truc pas bien dans votre vie, quoi. Et donc il a vraiment s'agi de retourner ces épreuves-là et ces baffes en quelque chose de positif. Et c'est grâce à mes anciens clients, lorsque j'étais consultante en stratégie, chez qui j'ai pu aller tester cette méthode, et en particulier chez KPMG, que j'ai pu voir ce qui marchait et ce qui marchait pas, et faire mes premiers crédits, mes premières expériences qui ensuite allaient par bouche à oreille et par légitimité me donner accès à d'autres entreprises et rassurer finalement mes prochains clients. Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu racontes, c'est que finalement, le choix du vocabulaire est très important. Tu parlais il y a quelques secondes de coach sportif en entreprise. Aujourd'hui, quand on parle de yogiste, on n'imagine pas du tout un coach sportif, en fait. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que toute la façon dont tu as développé le marketing autour de Yogist, la communication et les mots choisis, finalement, nous emmènent complètement ailleurs, c'est-à-dire plutôt dans quelque chose, effectivement, qui tourne autour de la santé, du bien-être et de la préservation des salariés, donc d'une équipe, pour que les choses puissent continuer à aller mieux, à avancer, et non pas sur quelque chose de comme une performance. C'est évidemment, le choix des mots est extrêmement important, et j'ai voulu absolument faire très 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 attention au vocabulaire, à la manière de présenter les choses. Et j'ai passé en fait les 5 dernières années à expliquer que la méthode yogi, c'est pas du yoga.
à la fois pour rassurer, à la fois pour faire sourire et pour expliquer la distance qu'on prenait par rapport aux préjugés et à l'idée ou à l'image d'Ariel Dombal en train de faire aoum aoum avec Maître Zong pour ouvrir ses chakras, quoi. Et donc effectivement, moi j'ai voulu à la fois développer une méthode qui aille sur, tu l'as dit, ce terrain de la prévention santé, de la prévention du stress et des troubles musculo-squelettiques en entreprise, et en même temps former toutes les intervenantes yogistes et mettre en place dans tous les outils yogis, que ce soit des vidéos ou d'autres supports ou dans les livres, un vocabulaire qui soit complètement à l'encontre de tout ce qui est à la fois sport en entreprise et ésotérique, chakra ou voire développement personnel. Moi, j'ai tendance à dire que yogi, c'est du yoga sans chichi, c'est du yoga pragmatique, sans doute parce que encore une fois, je le suis très fort. J'aime pas tout ce qui est gnangnan ou tout ce qui est alambiqué. Donc, c'est un peu brut de décoffrage, c'est efficace. En 2 minutes, il n'y a pas de difficulté, c'est simple, c'est immédiat. Et à mon avis, c'est comme ça que ça doit l'être dans le monde du travail parce qu'on n'a pas le temps et que surtout, on a en face de nous des collaborateurs qui ont besoin d'une immédiateté dans l'efficacité. Combien de temps, selon toi, il est important de pratiquer la méthode yogiste au quotidien ou de façon hebdomadaire? Est-ce que c'est important de le pratiquer de façon régulière? Est-ce que c'est seulement quand on en a besoin? Comment ça fonctionne en quelques mots? Oui, alors la méthode yogiste, évidemment, on l'a développée pour sensibiliser les Gaulois réfractaires que nous sommes tous à avoir une hygiène de vie régulière au travail pendant sa journée de travail. Donc idéalement, une pause yogi, c'est 2 minutes tous les jours et c'est comme ça que on a un impact sur le stress, sur le mal de dos, sur le TMS. Mais on sait bien que n'est incapable, nous, encore une fois, les Gaulois réfractaires, d'avoir une régularité de notre propre chef. Et moi, je suis la dernière, à avoir cette discipline. Et du coup, tout le travail que j'ai fait avec Yogi, c'était d'imaginer des outils et des rituels super simples et super ludiques qui donnent envie de prendre soin de soi tous les jours, parce que il suffit pas de savoir que ça nous fait du bien. Encore faut-il avoir cette volonté de se mettre ce petit rappel dans son agenda de 2 minutes ou de faire l'exercice dont on sait qu'il va nous aider. Et donc c'est pour ça que par exemple j'ai développé un garde du corps digital qui va vous rappeler tous les jours à l'heure que vous avez choisi de faire une pause pour le corps ou pour l'esprit et qui va vous guider de manière extrêmement pragmatique en fonction des besoins que vous allez lui exprimer. Par exemple, vous allez lui dire où vous avez mal, est-ce que c'est aux yeux, au cou, au dos, vous choisissez la partie du corps qui souffre. Vous allez lui dire comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes plutôt fatigué, vous avez besoin d'un coup de boost, est-ce que vous êtes plutôt stressé, vous avez besoin de vous détendre. Vous allez lui dire s'il y a du monde autour et on va plutôt essayer de rester discret, pas passer pour un fou. Ou est-ce que vous êtes chez vous tranquillement en télétravail et là on s'en fiche de passer inaperçu. Et sur la base de ces critères encore une fois extrêmement pragmatiques, cette petite intelligence artificielle qu'on a développée va vous proposer un exercice avec un algorithme qu'il a sélectionné pour vous et que chacun peut faire à son poste de travail, sur son ordinateur ou sur son téléphone portable en 2 minutes chrono à n'importe quel moment de la journée. Et donc le but du jeu, c'est évidemment de faire prendre de meilleures habitudes, mais en même temps sans avoir des ambitions démesurées parce qu'on sait que les journées sont courtes, parce qu'on sait qu'on est hyper chargé, parce qu'on sait qu'on préfère aller boire un verre de rosé en terrasse que de prendre soin de soi. Bien, faire quelque chose d'extrêmement simple et d'extrêmement ludique et d'extrêmement facile en 2 minutes chrono, c'est ça le challenge de Yogist. Dans ton activité aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères transmettre ton savoir du yoga, c'est-à-dire peut-être encore donner des cours ou des conseils pratiques, physiquement parlant, je veux dire? Est-ce que tu préfères manager et développer ton entreprise ou est-ce que tu préfères animer des conférences, notamment sur la résilience? Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer aujourd'hui? Moi, je suis pas une très bonne manager. J'aime pas ça. Je suis pas bonne pour transmettre et faire grandir les gens qui travaillent avec moi. Je l'admets, j'ai pas de patience en fait. Et donc, moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est de travailler avec des professionnels qui connaissent leur métier, qui sont super autonomes et avec qui on est vraiment sur un pied d'égalité, avec qui on peut collaborer super efficacement. Et c'est maintenant cette structure, cette forme qu'a pris Yogist et qui me va beaucoup beaucoup mieux que quand on était 15 à la station F et que je passais mes journées en réunion. Je passe vraiment mes journées à faire 2 choses en particulier. La première, c'est convaincre les entreprises, convaincre les managers de mettre en place des programmes de prévention santé dans leurs entreprises. Et c'est du commercial, très pragmatique, mais c'est aussi inventer les nouveaux formats d'intervention yogis de demain, écouter pour voir ce dont les collaborateurs ont besoin et adapter encore
encore mieux aux différentes situations et aux différentes périodes qu'on est en train de vivre, parce qu'après le télétravail, ça va être le retour au bureau et donc toujours imaginer des nouvelles manières d'aller aider les collaborateurs. Donc moi, j'adore convaincre, j'adore sensibiliser et j'adore défoncer des portes, donc ça me plaît beaucoup. Et puis évidemment les moments de grâce que j'ai et que je me maintiens encore à raison de 3 à 4 journées par mois, c'est des journées où j'anime effectivement des conférences, beaucoup en visio en ce moment, mais dans des séminaires qui ont rien à voir avec les questions du bien-être au travail d'ailleurs, hein. Et c'est ça qui est rigolo, c'est quand vous arrivez pendant un comité de direction ou pendant un séminaire hyper opérationnel qui parle de choses très très sérieuses, de banque, bien vous arrivez et vous dites, bah voilà, mesdames et messieurs, vous venez de bien faire marcher votre matière grise, et ben là vous savez quoi, on va aussi faire marcher votre corps, on va respirer, on va bouger. Et donc ça, j'adore aussi prendre le contre-pied et les travailleurs et les collaborateurs par surprise. Et puis j'anime aussi énormément de formations, à la fois des formations de dirigeants où j'apprends aux dirigeants à prendre soin de leur corps et à prendre soin de leurs équipes au travail. Et je forme les ambassadeurs yogis qui vont ensuite aller diffuser les techniques et la bonne parole. Et c'est vrai que c'est un équilibre que j'aime beaucoup avoir en ce moment, à la fois dans la gestion au quotidien de l'entreprise et dans la diffusion de ces messages et au contact avec les travailleurs et les bénéficiaires finalement. Je pense que je pourrais pas me passer de l'un ou l'autre de ces aspects, et c'est cet alliage-là qui fait que je m'éclate et que je me sens libre au quotidien. Avec le Covid, justement, tu as dû restructurer complètement ton entreprise, revoir les choses. S'il y avait justement quelques mots pour expliquer quand même rapidement la différence entre le avant et après Covid chez Yogist. Avant le Covid, Yogi, c'était ce qu'on m'avait dit que Yogis devait être, c'est-à-dire une start-up avec des salariés, des process, un bureau à Paris, des réunions régulières, un advisory board, et puis aussi, pourquoi pas, un board d'investisseurs. Et on m'avait expliqué que on comprenait pas pourquoi je levais pas de fonds, j'avais de l'or au bout des doigts, mais j'avais pas envie de le faire fructifier, et pourquoi j'entrais pas dans la grand-messe des start-up qui lèvent des fonds pour grandir, recruter, relever des fonds, puis regrandir, puis recruter, puis relever des fonds. Et moi, j'avais toujours eu la sensation que c'était pas ça que je voulais faire avec Yogi, c'était pas mon truc, c'était pas ma vision des choses, ni ma vocation, ni ce que j'avais envie de faire. Mais en fait, le Covid a mis aussi en lumière la structure que je m'étais un peu infligée et obligée à avoir et qui me convenait pas non plus. Je suis passée par plusieurs stades de développement avec Yogi, avec des équipes plus ou moins larges, et j'avais déjà tiré la conclusion qu'une quinzaine de collaborateurs, c'était beaucoup trop pour moi. D'ailleurs, le business s'en ressentait et moi, j'étais malheureuse au travail, ce qui est quand même un comble quand on connaît ma mission. Et du coup, le Covid m'a forcée à rendre mon organisation complètement agile, tout simplement parce que quand vous êtes autofinancé et sans coussin de trésorerie et que le Covid vous mange 90% de votre chiffre d'affaires parce que les bureaux sont fermés, il y a des décisions extrêmement difficiles que vous devez prendre. Et donc, l'année dernière, j'ai dû prendre la décision de me séparer des salariés que j'avais en CDI, de rendre les bureaux que j'avais dans le 10e arrondissement de Paris et que j'adorais, et de passer à un modèle complètement agile où je reprenais un peu toutes les missions et je les redispatchais auprès de freelance que j'allais former avec une équipe complètement nouvelle. Et en fait, en faisant ça, en étant forcée de faire ça, je me suis rendu compte que j'étais infiniment plus heureuse aujourd'hui à travailler depuis le sud de la France en faisant des allers-retours avec Paris, avec un réseau de freelance et d'auto-entrepreneurs qui sont du coup hyper autonomes, hyper bons dans ce qu'ils font et avec qui c'est hyper facile de travailler à distance. Et en m'enlevant toute cette chape de plomb mental qu'est le management et les process que je détestais et qui étouffaient ma créativité et mon énergie. Et je me suis rendu compte que finalement, j'avais aussi le droit de choisir non seulement ce que j'allais diffuser dans le monde, mais aussi la manière dont j'allais le diffuser avec le bon vocabulaire, mais aussi avec la structure qui me convenait moi, le rythme de travail qui me convenait moi et la taille qui me convenait. Et ça m'a aussi aidé à prendre de la distance et du recul par rapport à tous ceux qui me disaient mais pourquoi tu grossis pas, mais pourquoi tu lèves pas le fond, mais pourquoi tu fais pas ci ou tu fais pas ça. Et plus je me suis éloignée de cette vision un peu automatique de la start-up et de ce qu'elle doit être, plus notre impact dans le monde et dans les entreprises est fort, plus la rentabilité de Yogist est bonne et plus ceux qui travaillent avec Yogist sont heureux aussi finalement. Selon toi, dans toute ton activité yogiste, après Covid, qu'est-ce qui a été finalement l'étape qui t'a le plus propulsé
pour faire fonctionner ta start-up? Est-ce qu'il y a eu une chose en particulier qui a vraiment, par exemple, la sortie de tes livres, est-ce que ça a été un propulseur, le fait de créer le chatbot ou de créer des formations? Qu'est-ce qui a, selon toi, été vraiment l'élément, non pas déclencheur, mais en tout cas, ce qui a permis la puissance de Yogist? C'est une succession de petites victoires et de petits progrès besogneux, pas après pas, mois après mois, année après année, qui m'ont amené à là où on en est aujourd'hui. Oui, évidemment, le premier livre que j'ai publié en 2016 a contribué à faire parler de la méthode. Et puis ensuite, il y a le chatbot que j'ai itéré au cours de 3 années avant qu'il explose vraiment avec le Covid et les confinements. Le deuxième livre est sorti au moment du deuxième confinement, mais bizarrement, il a pas tant fait parler de lui que ça. Ça a été vraiment une étape supplémentaire, une marche supplémentaire, un élément de légitimité, de réassurance supplémentaire. Finalement, je crois qu'à chaque fois, ce qui a donné le coup de boost, ça a été tout simplement d'être super résiliente, de rien lâcher, de poursuivre dans la même direction avec les mêmes convictions. Et en fait, c'est des choses qui me sont tombées dessus sans que je les décide. Le Covid d'abord, puis le deuxième confinement où on s'est rendu compte dans les entreprises que on allait rester enfermé encore pendant un bon moment et qu'il fallait absolument aider les collaborateurs en télétravail. Finalement, c'est ça qui ont constitué des vagues et qui nous ont propulsés et poussés. C'est pas du tout moi qui les ai décidés, c'est vraiment la coïncidence entre le fait qu'on avait vraiment bossé au moment où il le fallait, comme il le fallait et aussi longtemps qu'il le fallait sans rien lâcher, avec en même temps la survenance d'un élément extérieur auquel on ne maîtrise absolument rien, le Covid, le premier confinement, le deuxième confinement, qui créait un environnement super positif et une pêche miraculeuse, une flambée des appels entrants, une flambée de l'intérêt médiatique, une flambée des utilisateurs sur le chatbot et qui finalement fait avancer. Mais il n'y a pas de miracle. Ça fait 5 ans et demi. Moi, je m'étais dit, au bout d'1 an, c'est bon, je suis sortie du plus dur. Et puis, au bout de 2 ans, après avoir essuyé de nouvelles crises, je m'étais dit, ça y est, j'ai mangé mon pain noir, il n'y a plus que le pain blanc devant moi. Et puis, au bout de 3 ans, je m'étais dit, c'est bon, là, on est enfin sur des eaux plus calmes. Et puis, c'est au bout de la 4e année qu'est arrivé le Covid. Donc, finalement, il y a des remous absolument tous les ans. C'est jamais un long fleuve tranquille. Et je me dis que tant mieux, sinon on s'ennuierait. Quel est ton objectif aujourd'hui avec Yogist? C'est quoi justement la prochaine étape? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser avec Yogist ou pas d'ailleurs dans ta vie en fait, tout court? J'ai un nouveau projet de bouquin, mais en duo avec un spécialiste des performances du cerveau. Et je pense qu'on ferait un super duo pour parler à la fois du corps et de l'esprit en télétravail et au travail pour vraiment diffuser les bonnes pratiques pour travailler sans s'abîmer. Et puis surtout, moi, mon gros objectif pour 2021, c'est de structurer et de donner ces lettres de noblesse à la Yogist Academy, cette académie de formation de formateurs que j'ai créée pour avoir des relais yogistes dans les entreprises ou dans les territoires qui vont aller diffuser cette méthode, développer leurs activités, aider leurs collègues à ne pas se casser et avoir vraiment quelque chose de très simple, de très fluide. Donc aujourd'hui, on a réussi déjà à faire certifier, à rendre cette formation certifiante. Et donc aujourd'hui, la Yogist Academy est éligible au CPF, donc n'importe quel salarié peut utiliser ses points de son compte individuel de formation pour venir se former avec nous, ce qui est déjà une énorme victoire. Mais demain, je voudrais vraiment arriver à créer un modèle d'ambassadeur yogiste avec un programme qui permette à des gens que ça passionne de vivre de cette activité et à des salariés qui ont cette vocation de prendre soin de leurs collègues, d'avoir cette légitimité et d'accomplir sa mission au sein de leur organisation. Et c'est ce qu'on commence à faire avec la 4e promotion de la Yogist Academy qui commence en juillet bientôt. Donc ça va vite et en même temps il faut structurer les choses, il faut être sûr de là où on va et ça fait très peur. J'ai régulièrement des auditeurs qui m'envoient des questions spécifiques et j'aimerais bien pouvoir répondre à une question avec toi aujourd'hui. Il y a Victoria qui nous demande quelles sont concrètement les étapes à suivre pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Comment s'organiser pour démarrer, comment cibler son produit, son service et sa clientèle. Et je pense que Victoria, c'est une jeune femme qui est salariée en ce moment et qui n'est pas épanouie dans
travail et qui cherche justement une idée, des options, des solutions et qui réfléchit beaucoup, qui cogite beaucoup en ce moment à son avenir et qui se demande comment faire pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais sans avoir, je pense, d'idée de base. Est-ce que tu aurais quand même des conseils aussi bien sur comment monter son entreprise selon toi? Alors on va pas pouvoir évidemment parler de tout ce soir, mais en tout cas, quelles sont selon toi les étapes pour créer son entreprise et quel est finalement l'état d'esprit? Comment quelques mots qui toi peut-être t'auraient donné des ailes? Pour Victoria, je pense que la première chose à faire, c'est de se poser la question de ce qui lui plairait de faire. Pourquoi elle aura envie de se lever le matin? Parce que l'entrepreneuriat, c'est sacrément ingrat. Donc si le produit ou le service que vous allez proposer ne vous passionne pas, alors là, c'est vraiment s'infliger un truc de complètement inhumain. Donc première chose à faire, je pense, c'est de mettre sur un papier, d'un côté, ce à quoi on est bon dans le boulot, ses compétences professionnelles et vraiment ce qui fait que c'est facile pour nous de bosser, quelles sont vraiment nos qualités pro d'un côté, et de l'autre côté, quels sont nos goûts personnels, c'est quoi notre passion personnelle, qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie, dans notre week-end, dans notre temps libre. Et à mon avis, le meilleur projet entrepreneurial, c'est celui qui rapproche les deux. Une passion personnelle et une expertise professionnelle, c'est celui qui va vous permettre d'être dans un espèce d'état de flow, c'est-à-dire de pas avoir l'impression de bosser. Parce qu'encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est dur, c'est stressant, ça fait peur. Alors si en plus on fait quelque chose qu'on n'aime pas ou dont on n'aime pas parler, alors que justement on va passer notre vie à en parler de ce produit ou de ce service, c'est même pas la peine de commencer. Donc à mon avis, c'est la première des premières étapes, et ne pas avoir peur de s'avouer que nous, ce qu'on aime, c'est faire du cheval. Et ben, il y a peut-être un business à monter autour de l'équitation, j'en sais rien. Hein. Rien n'est interdit, il y a pas de veto à se mettre, il y a pas de tabou. Et puis deuxième conseil que je donnerais, c'est surtout ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat tout de suite. Je m'explique. On peut tout à fait commencer à monter un projet alors qu'on est encore salarié sur son temps libre et en testant plein d'hypothèses auprès de ses collaborateurs, auprès de ses proches, pour avoir un maximum de feedback et pour avoir l'idée la plus aboutie possible au moment où on se décide de se lancer dans le grand bain et qu'on décide que finalement ce projet potentiellement peut nous faire vivre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est super, mais il faut quand même manger. Et donc, à partir du moment où on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est le moment, je pense, où on sait qu'on va pouvoir se verser un salaire et avoir des rentrées d'argent à peu près assurées. Et sachez que c'est pas immédiat et que si dans votre business plan, vous avez noté que vous mettrez 6 mois à gagner votre vie, multipliez ça par 3 et vous serez près de la réalité. Merci. Moi, j'ai envie de rajouter quelque chose pour Victoria. Moi, j'ai envie de lui dire déjà, est-ce qu'on a vraiment envie de monter une société? Je pense que on a envie d'entrepreneuriat parce qu'on a envie de liberté, comme tu as pu en parler, Anne-Charlotte, tout à l'heure. Mais ce qui compte surtout, c'est de se demander effectivement ce qu'on aime faire tous les jours. Est-ce qu'on aime son job et est-ce qu'on finalement on n'aimerait pas faire ce job-là dans une autre société ou faire ce job-là de façon différente en travaillant peut-être avec d'autres collègues ou d'autres types de clients pour être plus épanoui, ou est-ce que c'est vraiment la solution, c'est l'entrepreneuriat parce qu'on a envie d'être plus libre et que ça correspond aussi à notre état d'esprit. D'autre part, je pense que, comme tu le disais, la vie est une succession de péripéties qui nous apportent aussi des émotions. Et ce qui compte pour moi, c'est dans la vie d'avoir des émotions, d'être heureux tous les matins en se réveillant, parfois aussi malheureusement d'être malheureux, mais toujours de rebondir et de trouver des solutions pour être fier de soi, pour être épanoui. Il y a une chose qui revient souvent quand même dans les interviews que j'ai pu donner dans Provoque. J'ai rencontré pas mal de personnes maintenant et je trouve qu'il y a une chose qui est assez flagrante quand même chez les gens qui ont une vie qui semble en tout cas correspondre à leurs attentes. C'est le fait que la vie qu'ils ont choisie, leur deuxième ou leur troisième vie pour certains, c'est finalement une vie qu'ils ont choisie ou qui s'est transformée par rapport à ce qu'ils ont pu vivre auparavant, par rapport à ce qu'ils sont fondamentalement, par rapport à leurs différences, aux choses qu'ils ont vécues qui peuvent être complètement en marge de ce que les autres sont ou ont vécu. Donc, ce qui est intéressant, je pense, comme question à se poser pour être épanoui, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié, c'est de se dire, est-ce que ma personnalité
correspond à ce que je vis aujourd'hui? Et est-ce que finalement, il faudrait pas que je change les choses et que je me rapproche de ce que je suis fondamentalement par rapport souvent à des choses évidentes qu'on a pu vivre et qu'on a oubliées? Moi, par exemple, pour donner un petit exemple, j'ai déménagé 50 fois dans ma vie et aujourd'hui, je fais un podcast sur le changement, mais il m'a fallu plus de 30 ans pour comprendre que le changement, finalement, ça faisait partie de moi. Je pense que c'est important de revenir à la base, aux sources et de se poser les bonnes questions et de se dire qui je suis à la base et finalement, quelle est ma valeur ajoutée, en plus évidemment de se poser toutes les questions business. Totalement d'accord avec ça, évidemment. Merci Anne-Charlotte. Une dernière question. Avec tout ce que tu sais aujourd'hui, à 35 ans, si tu pouvais recommencer ta vie, qu'est-ce que tu ferais? Absolument rien de différent. Est-ce que tu changerais? Rien. Je referais absolument les mêmes conneries, je me referais renverser par la même moto, je serais avec les mauvais amoureux parce que ça m'apprend aussi, je ferais des jobs que j'ai fait même si ça me convenait plus, je referais les mêmes erreurs, les mêmes associations ratées, les mêmes recrutements avortés, les mêmes allers-retours, je referais tout pareil parce que même si ça m'a épuisée, ça m'amène là où je suis aujourd'hui et j'ai absolument aucun remords ni regret. J'ai fait des virages tellement brusques à chaque fois pour changer de voie dans mes études, pour changer de voie dans ma carrière, pour changer de structure chez Yogis, que rien n'aurait été pareil si j'avais tout planifié, tout anticipé, pas fait les erreurs et tout, ça aurait été d'une chiantise absolue. Donc non, je referais tout absolument pareil en repassant par les mêmes épreuves et les mêmes bonheurs, par les mêmes erreurs et les mêmes succès. Tout pareil. C'est super. Bah, écoute, merci beaucoup Anne-Charlotte Buccino pour cet entretien dans Provoque. Merci à toi Morgane pour ton accueil. L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Il s'agit d'être déterminé, agile, ambitieux et savoir sans cesse se remettre en question pour développer notre activité. Oui, mais pas que. N'oublions pas que pour continuer à être épanouis au quotidien dans notre vie professionnelle, nous devons aussi être en accord avec notre personnalité et nos besoins. Un savant mélange qui demande parfois de prendre un peu de distance. Lors de cette conversation, j'ai donc récolté pour vous plusieurs petites clés que je vous invite à mettre en pratique ces prochains jours. 1. Savoir repérer et analyser un manque ou une problématique. Lorsque l'on souhaite créer sa société, il est important de se démarquer face à la concurrence. Il s'agit donc d'être attentif à notre environnement et à réfléchir à la valeur que nous pouvons ajouter. Cela nous permet d'identifier nos forces et nos faiblesses, nos clients potentiels et de prendre confiance en soi. 2. Retourner les épreuves à son avantage et choisir le bon vocabulaire. Les premières semaines ou les premiers mois d'activité, on teste, on prend conscience de ce qui fonctionne ou pas, aussi bien dans notre produit-service que dans notre façon de présenter les choses. Il est donc indispensable dès le départ d'accepter de se remettre en question et de prendre le temps d'analyser pour mettre toutes les chances de son côté et ainsi se développer dans la bonne direction. 3. Nous sommes le capitaine de ce beau bateau que nous venons de lancer sur l'océan. Seul maître à bord, c'est à nous de décider du cap, des solutions en cas de tempête et de la gestion au quotidien. Il est certes important de prendre conseil autour de nous auprès d'entrepreneurs chevronnés, mais il est absolument indispensable de faire fonctionner sa boîte comme on l'entend. Les autres auront toujours un avis, ils nous projetteront leurs envies et leurs schémas. N'oublions pas qu'il n'y a aucune règle, c'est notre bateau, à nous de décider comment on préfère naviguer, le bon rythme et le nôtre. 4. Si on veut se lancer dans l'aventure entrepreneuriale sans avoir vraiment d'idée, Anne-Charlotte nous conseille, d'une part, de noter ce à quoi on est bon, nos compétences professionnelles, et d'autre part, ce qu'on aime faire au quotidien, ce qui nous donne du plaisir. Parfois, la réponse est juste devant nous. J'ajouterais aussi qu'il est important de prendre conscience de ce que nous détestons, car il ne s'agit pas de devenir chef d'entreprise juste pour être à la tête d'un projet, il s'agit avant tout d'être animé par ce projet. 5. Prendre son temps pour lancer son activité. Finalement, c'est un peu comme une période de gestation. Inutile de se mettre en danger et quitter son job sans avoir un projet bien ficelé, de monter ses statuts et de se créer des charges inutiles dès le départ. Avant toute chose, il est important de tester son produit ou service auprès de notre entourage, d'apprendre à en parler en quelques mots, être à l'aise avec son pitch et analyser sa concurrence. Et une fois que le projet semble solide et bien rodé,
et que nous avons les ressources nécessaires, alors à ce moment-là seulement, nous pouvons lâcher le passé pour ce nouveau bébé. 6. Faire un point sur notre personnalité versus notre activité. Que nous soyons salariés ou entrepreneurs, il me semble essentiel d'être en accord avec notre histoire et notre tempérament. Pour être heureux et efficace dans notre job, il s'agit parfois d'analyser notre vécu et d'être fidèle à nos valeurs, à nos envies, à nos défauts. Rien ne sert de se mentir. L'exercice n'est pas simple. Mais finalement, en donnant la parole à tous mes invités, j'ai remarqué que le point commun était que personne ne change du tout au tout. On revient souvent à nos fondamentaux. Et pour finir, voici un exercice à faire dans la semaine. Imaginez que je vous donne la parole dans Provoque aujourd'hui. De quoi allez-vous me parler qui vous semble essentiel ? Quels sont les éléments forts de votre vie ? Puis prenez un papier et faites un résumé de votre vie aussi bien personnelle que professionnelle. Tout doit tenir sur une seule page. Puis, stabilotez les éléments qui vous semblent vraiment essentiels. Il ne reste plus qu'à prendre un peu de recul. Reprenez votre feuille dans quelques jours, vous devriez y voir plus clair. Et pour être sûr de ne pas oublier toutes ces astuces, contactez-moi sur Instagram, @provoque_podcast ou par email, provoquepodcast@gmail.com afin de recevoir la newsletter. J'espère que les petites clés récoltées aujourd'hui vous aideront à prendre l'élan nécessaire pour aller là où vous avez envie d'aller, pour devenir ce que vous voulez être au plus profond de vous, pour être tout simplement plus heureux. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le partout où cela vous est possible et parlez-en autour de vous. Sachez que c'est grâce à vos actions que je pourrai continuer l'aventure Provoque. Alors pensez aussi à ajouter un chouette commentaire et à m'envoyer vos 5 bonnes étoiles sur Apple Podcast. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à découvrir le premier épisode de Provoque qui vous explique qui je suis et ce pourquoi j'ai créé ce podcast. Merci à tous et rendez-vous dans le prochain épisode. À la semaine prochaine.